nous ce midi. Je me présente, je m'appelle Hélène Landry, je suis conseillère à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation. Donc, au nom de mes collègues, toutes les personnes qui collaborent à ce projet, je vous souhaite la bienvenue au Midi Conférence. Les Midi Conférences se veulent de courtes formations permettant d'aborder diverses thématiques en lien avec l'accueil et l'intégration des élèves immigrants à l'école. Le ministère est l'hôte de cette activité et notre intention avec la présentation de ce midi est de faciliter l'accès à la formation continue, partager l'expertise et de proposer au réseau scolaire un espace servant à réunir le personnel qui s'intéresse à l'accueil et l'intégration des élèves immigrants, notamment les personnes qui offrent du soutien à l'apprentissage du français ou qui accueillent dans leur classe un élève immigrant pour la première fois. Il est important de souligner que ces conférences sont conçues comme des capsules d'initiation d'intérêt général, notamment pour du nouveau personnel. Je tiens à vous remercier de partager votre heure de dîner avec nous. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'inclusion en contexte de diversité ethnoculturelle. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière, Rola Kobeissi. Elle est professeure adjointe au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal, spécialiste des processus d'enseignement et d'apprentissage en contexte de diversité et d'inclusion. Ses intérêts de recherche portent notamment sur les pratiques enseignantes en contexte multiethnique et en situation de crise ou d'urgence, sur le processus d'apprentissage et l'inclusion socio-scolaire des élèves, notamment ceux issus de l'immigration et réfugiés, sur la pédagogie inclusive, la pédagogie critique et plus largement les enjeux de diversité et de l'inclusion. Elle est également chercheuse régulière au CRIF et co-responsable du pôle éducation inclusive et ses enjeux en milieu scolaire au sein même du centre. Donc, nous sommes très chanceux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je lui donne le micro. Merci beaucoup. Merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Et merci pour l'invitation et pour cette belle opportunité. Donc, je vais commencer par partager mon écran et vous me dites que si tout fonctionne bien. J'en profite pour dire, là, si les gens veulent ouvrir leur caméra, n'hésitez pas, c'est souvent plus agréable pour la présentatrice. Et on Oui, voit bien le partage. ok, c'est parfait alors. Comme Hélène a dit, ça porte notre présentation, notre conférence aujourd'hui. Ça porte sur l'inclusion en contexte de diversité ethnoculturelle, des défis au levier d'apprentissage mutuel. Donc, comment vraiment transformer les défis en des opportunités d'apprentissage, mais aussi apprentissage mutuel, élèves-enseignants. Donc, pour la présentation, je vais commencer par faire une petite distinction, comme une courte introduction, les principes de l'inclusion scolaire, une petite distinction entre inclusion et intégration. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par inclusion, mais aussi qu'est-ce qu'on veut dire par intégration et comment ce concept évolue. Et puis, je vais mentionner les 4 fondements de l'inclusion. Ça se peut qu'il y en a plus, mais je vais comme mentionner 4 fondements aujourd'hui, puis quelques défis rapportés par des personnes enseignantes ici dans les écoles au Québec. Ça porte sur les défis de mettre en place des pratiques inclusives et par la suite, 3 grandes catégories en fait de pratiques inclusives et toujours rapportées par des personnes enseignantes dans des écoles multiethniques, peu multiethniques, milieux favorisés, défavorisés, classes accueil, classes régulières ici à Montréal et dans d'autres régions aussi. Donc, pour commencer avec comme notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment faire en classe pour assurer la participation de tous les élèves dans un contexte de diversité ethnoculturelle? Euh, donc, ce que je vais faire aujourd'hui dans la présentation, c'est que je vais vous donner des exemples concrets, comme j'ai dit avant, des exemples issus de contextes scolaires diversifiés au Québec. Et donc, ça nous permet comme de remettre en question ou même de nous interroger un petit peu sur nos propres pratiques, peut-être renforcer quelques pratiques, remettre en question d'autres pratiques. Quelles sont les pistes d'action? Comment faire pour favoriser l'inclusion de tous les élèves dans des contextes de diversité ethnoculturelle? Mais avant tout, il faut commencer à définir ce concept d'inclusion. Qu'est-ce qu'on veut dire par inclusion scolaire? Premièrement, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il s'agit d'un processus continu.
l'inclusion. C'est dans le sens qu'on est toujours à la recherche de pratiques inclusives. Donc, il ne s'agit pas de certaines pratiques qu'on peut mettre en place et on peut dire que voilà, on s'inscrit dans ce mouvement. C'est vraiment un mouvement continu, un processus continu parce que ça dépend du contexte, ça dépend de nos interactions avec les élèves, ça dépend de nos pratiques. Mais ce processus vise à déconstruire les obstacles contextuels, systémiques aussi, hein, qui freinent l'apprentissage et la participation de tous les élèves, peu importe le contexte. Et ici, vraiment, on met beaucoup le focus sur tous les élèves. Donc, même si on est dans des contextes de diversité ethnoculturelle, mais on vise toujours l'inclusion de tous les élèves. Alors que, par comparaison avec l'intégration, l'intégration je peux dire qu'on s'inscrit, au Québec, on s'inscrit dans cette approche d'intégration. Et si je ne suis pas en train de dire qu'il y a une approche qui est correcte, l'autre qui n'est pas correcte, pas du tout. J'essaie seulement de faire la distinction entre les deux approches. L'intégration, c'est vraiment orienté vers des élèves ayant des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Donc, c'est comme si on est en train de développer des mesures, de mettre en place des pratiques, mais ces pratiques ciblent vraiment une catégorie d'élèves, pas l'ensemble des élèves. Et parfois, ça devient très difficile, très complexe et compliqué aussi, parce que c'est comme on doit développer plusieurs plans en même temps, alors que l'inclusion, c'est un petit peu différent dans le sens que c'est qu'on a une classe déjà prête pour accueillir tous les élèves. On a une école prête pour accueillir tous les élèves et c'est ça que je vais faire. Ce sont les exemples que je vais donner par la suite. Donc, l'intégration, c'est orienté vers des élèves ayant des besoins spécifiques ou bien des besoins particuliers, alors que l'inclusion, ça concerne l'apprentissage, l'engagement, l'implication, la participation de l'ensemble des élèves. Et donc, pour cette raison, lorsqu'on dit que on ne cible pas une population en particulier. Donc, ça signifie que notre système éducatif, l'école, la classe, nos pratiques enseignantes doivent être vraiment très riches, très différenciées pour qu'on puisse accueillir l'ensemble des élèves. Ça signifie que ce paradigme inclusif remet à l'école la responsabilité de s'adapter aux élèves et de garantir leur accès au savoir. Et ce n'est pas l'inverse. Parce que parfois, dans l'intégration, on est encore dans une approche où c'est l'élève qui doit parfois s'adapter à la réalité de la classe, alors que l'inclusion, ce sont nous, comme enseignants, enseignantes, comme acteurs, actrices scolaires, système éducatif, qu'on doit vraiment adapter nos pratiques, nos ressources, nos outils pour pouvoir accueillir l'ensemble des élèves. Donc, si je fais comme un petit schéma pour parler de l'évolution de ce concept, donc vraiment avant, on parlait beaucoup de l'intégration physique, même il y avait une certaine ségrégation. Par intégration physique, c'est la présence des élèves, surtout en situation de handicap, présence dans la classe, mais il n'y a pas vraiment des ressources, il n'y a pas vraiment une adaptation, il n'y a pas un soutien qui est offert à ces élèves. Par la suite, donc, on est passé à l'intégration. Donc, c'est intégration des élèves en situation de handicap ou présentant des besoins particuliers, c'est-à-dire en classe ordinaire. Oui, par la suite, à partir des années 90, on a commencé à parler de l'inclusion. Donc, c'est comme il y a un shift, un passage de l'intégration à l'inclusion qui est beaucoup plus holistique, plus compréhensif, plus global. C'est la participation active de tous les élèves dans leur apprentissage, vie sociale, vie scolaire, implication, engagement au sein de la classe ordinaire. Donc, on ne parle pas seulement de l'intégration des élèves en situation de handicap, mais on parle d'une classe qui contient ces élèves, qui contient des élèves issus de l'immigration, des élèves issus des milieux défavorisés, des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, c'est vraiment dans une même classe ordinaire. Et donc, voilà, on passe d'une approche centrée sur un profil spécifique d'élèves, donc une certaine catégorisation, un profil spécifique de besoins, où vraiment on met en place des mesures spécifiques à une catégorie d'élèves, pas à tous les élèves, qui est vraiment très difficile à mettre en place. Parfois, c'est comme un fardeau, à une approche centrée sur tous les élèves. Donc, comme j'ai dit avant, c'est l'école qui est prête à accueillir tous les élèves, bien préparée, c'est-à-dire bien outillée pour accueillir tous les élèves. Et on passe de l'idée que c'est l'élève qui s'adapte parfois au contexte existant à l'idée que ce sont nos pratiques, nos ressources, nos outils qui doivent être adaptés pour répondre aux besoins de l'ensemble des élèves.
Donc, à partir de cette distinction entre intégration et inclusion, quels sont alors les fondements de l'inclusion? Ici, je parle de 4 fondements, mais on peut trouver beaucoup plus. Ce qui est important, premièrement, c'est que la conviction qu'on doit avoir que tous les élèves, peu importe le contexte, s'ils viennent d'un milieu favorisé, défavorisé, issu de l'immigration, nouvellement arrivés, donc peu importe, peuvent apprendre. Donc, c'est pas qu'ils doivent apprendre ou bien ont le droit. Ont le droit, ça c'est évident, on le sait, mais ils peuvent apprendre. Donc, c'est comment vraiment avoir cette conviction que notre responsabilité, c'est vraiment de répondre aux besoins des élèves et s'il y en a une certaine difficulté, ça ne signifie pas que l'élève ne peut pas apprendre, ça signifie parfois qu'il faut mieux adapter nos pratiques pour que tout le monde apprenne bien. Et ça mène à un deuxième fondement, euh, et que l'apprentissage est un processus continu. Donc, ça signifie que nos élèves, ils n'ont pas, ils apprennent pas vraiment la même matière à un moment déterminé, ils n'ont pas le même rythme d'apprentissage. C'est pour cette raison qu'on travaille dans une approche par compétence au Québec, on ne travaille pas dans une approche par objectif. Donc, c'est correct de donner le temps à nos élèves d'apprendre, de s'adapter, de s'acculturer même pour pouvoir vraiment acquérir les compétences. Et donc, il ne faut pas aller juger rapidement les élèves si jamais on a une diversité dans les processus cognitifs dans notre classe. Et ça mène au troisième fondement, et c'est de faire cette distinction entre des élèves qui sont en acquisition de compétences, en acquisition de français, par exemple, s'ils sont des élèves nouvellement arrivés qui ne maîtrisent pas encore la langue, et des élèves en difficulté. Des élèves en acquisition de compétences ne sont pas nécessairement en difficulté. Et donc ici, c'est la même chose, il ne faut pas vraiment juger rapidement ces élèves. Donc, ils ont tout simplement besoin du temps pour vraiment acquérir les compétences, pour s'adapter aussi à la culture scolaire. Et peut-être nous-mêmes, comme enseignants, enseignantes, on a besoin du temps pour adapter nos pratiques aussi pour répondre aux besoins de ces élèves. Et comme quatrième fondement, et que je trouve très important, c'est que parfois on considère que l'écart par rapport aux normes de la classe est une difficulté, alors que ce n'est pas le cas. Donc, surtout pour des élèves nouvellement arrivés qui viennent d'un autre système éducatif, qui ont des processus d'apprentissage différents, même les méthodes d'enseignement ont été différentes dans les pays d'origine. Ça se peut que les normes scolaires, les codes scolaires, les valeurs scolaires ne sont pas les mêmes. Donc, le fait qu'il y en a au début un écart par rapport aux normes de la classe ne signifie pas que l'élève est en difficulté ou bien il y a un problème de comportement ou bien violence ou bien n'importe quoi. Tout simplement, il s'agit d'une nouvelle culture, d'une nouvelle réalité et que l'élève aussi a besoin de temps pour s'adapter et pour déconstruire et pour comprendre les codes culturels de la nouvelle société. Et donc, ces 4 fondements, ça prend beaucoup de réflexion de notre part, réflexion sur nos pratiques, sur les méthodes d'enseignement, sur les ressources qu'on mobilise dans nos classes et beaucoup de décentration, dans le sens de remettre parfois en question nos pratiques, mais aussi les normes de la classe, les codes scolaires, et est-ce que vraiment, comment faire parfois pour déjouer les codes scolaires pour aller à la rencontre de nos élèves, surtout pour les nouveaux arrivants. À partir de ça, les cadres fondements, mais il y a toujours des défis dans les classes multiethniques. Mais ces défis, moi, je vais ici présenter les défis tels que rapportés par des personnes enseignantes dans les écoles ici. Et ça, c'était à partir de 4 projets de recherche. Bon, il y avait 29 personnes enseignantes participantes à ces projets, dans classe ordinaire au primaire, classe d'accueil au secondaire, classe d'accueil aussi au primaire, des enseignants titulaires, spécialistes dans différentes régions au Québec, c'est-à-dire pas seulement Montréal, mais d'autres régions. Contexte varié, c'est-à-dire milieu favorisé, défavorisé, multiethnique, très multiethnique, peu multiethnique. On a fait des entrevues individuelles avec ces personnes enseignantes pour vraiment, on a posé, c'est-à-dire des questions sur les perceptions de l'inclusion, de la diversité, sur les pratiques mises en place pour répondre aux besoins des élèves, sur les défis rencontrés dans les milieux.
Et donc, à partir des entrevues, j'ai comme, j'ai pris les défis tels que racontés par les personnes enseignantes et je les ai catégorisés en trois grandes catégories. Les enseignantes ou bien les personnes enseignantes ont raconté, ils ont considéré qu'il y a des défis que j'ai considérés moi-même, ce sont des défis de niveau politique. Par exemple, une enseignante a dit que les politiques, c'est-à-dire les politiques éducatives, ont laissé les enseignants à eux-mêmes. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment un soutien qui a été offert aux personnes enseignantes, qu'il y a absence de soutien à l'inclusion. On nous parle de l'inclusion dans certaines politiques, mais vraiment, on n'est pas bien soutenu. Des enseignantes ont parlé des rôles des directions d'école qui aussi n'offrent pas le soutien nécessaires pour pouvoir mettre en place des pratiques inclusives. Ils ont parlé de l'école qui n'est pas prête parfois pour accueillir des élèves et surtout des élèves nouvellement arrivés et ou bien des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Donc, c'est comme si l'école n'a pas vraiment les bonnes ressources pour pouvoir répondre aux besoins de ces élèves. D'autres types de catégories, c'est au niveau institutionnel. Les personnes enseignantes ont considéré que les défis qui freinent la mise en place des pratiques inclusives, c'est comme le manque de formation continue dans les écoles, manque de ressources, absence de collaboration à l'école entre l'ensemble, c'est-à-dire de l'équipe, manque de collaboration avec les parents, surtout dans des contextes particuliers. Il est très difficile pour les personnes enseignantes d'engager les parents, de les impliquer. Ils ont parlé du travail que j'ai appelé travail prescrit, c'est-à-dire tout ce qu'on demande aux enseignants. Il y a vraiment beaucoup de charges, beaucoup de travail, le bulletin, les évaluations, les rencontres avec les parents, les planifications. Donc, pour les enseignants, c'est déjà beaucoup pour qu'on parle aussi de l'inclusion. Ils ont parlé aussi de gestion de temps comme défi. Sur le niveau personnel, des enseignants ont considéré que certains défis, c'est en lien avec le manque d'ouverture d'esprit et de capacité de changement. C'est comme s'il y a certaines personnes enseignantes qui résistent au changement. Ils préfèrent ne pas vraiment s'inscrire dans ce mouvement parce que l'inclusion, ça prend beaucoup aussi de changement dans nos pratiques, dans nos convictions, dans nos logiques d'action même, dans nos croyances aussi. Et donc, parfois, la posture enseignante, c'est quelque chose qui bloque, qui est un obstacle aussi à l'inclusion. Pourtant, même si les enseignantes ont parlé de plusieurs défis rencontrés dans les écoles, ils ont parlé aussi de leurs pratiques et de leurs pratiques qu'on considère des pratiques inclusives. Donc, malgré tout ça, ils mettent vraiment en place des pratiques dites inclusives, des pratiques qui soutiennent l'ensemble des élèves, pas seulement les élèves, pas seulement une catégorie d'élèves. Donc, moi, ce que j'ai fait, inspiré de l'ensemble des pratiques, je les classifie en trois catégories, en trois grandes catégories de pratiques. La première catégorie, c'est la flexibilité pédagogique et je vais donner des exemples de pratiques là-dedans. La deuxième catégorie, c'est l'intégration des référents culturels en classe et peu importe le contexte. Et la troisième catégorie, c'est le soutien émotionnel et affectif offert à nos élèves. Comme flexibilité pédagogique, en fait, il y a quatre pratiques là-dedans. Pratique ou bien stratégie ou bien action. Et je vais donner des exemples aussi racontés par les enseignants. Donc ici, dans la flexibilité pédagogique, les personnes enseignantes ont parlé, c'est-à-dire d'une pratique, c'est comment on centre vraiment l'approche sur les élèves. Donc on parle ici d'une approche centrée sur l'ensemble des élèves, pas sur une catégorie et pas sur l'enseignant. Donc je vais donner par la suite l'exemple. On parle aussi d'une autre stratégie, c'est l'importance de donner le temps aux élèves de s'adapter et surtout les élèves nouvellement arrivés. Comment adapter les exigences et comment s'adapter aux besoins des élèves comme troisième pratique et puis utiliser les langues connues des élèves. Donc ici, je vais seulement dire que ce sont des pratiques, comme je dis avant, les personnes enseignantes travaillent dans des classes régulières et dans des classes d'accueil secondaires et primaires. Mais aussi ces pratiques qui sont vraiment
réalistes, il faut dire ça. Donc, ce sont des pratiques vraiment mises en place dans les classes ici au Québec et ce sont des pratiques transférables dans le sens qu'une pratique qui est mise en place dans une classe d'accueil, on peut toujours donc vraiment appliquer ou bien mettre en place cette pratique dans une classe régulière. Donc, c'est pas trop contextualisé, mais c'est vraiment transférable d'un contexte à l'autre. Pour donner des exemples tels que vraiment rapportés par les personnes enseignantes, qu'est-ce qu'on veut dire par centrer l'apprentissage sur les élèves? Un exemple, l'enseignante ici, et bien sûr, j'ai utilisé des pseudonymes, donc ce sont des noms fictifs des enseignants. L'enseignante ici nous raconte comment elle part de l'élève. Donc, c'est vraiment à partir des besoins de l'élève. Par exemple, elle fait beaucoup de français, ce qu'elle dit. Ce qui caractérise beaucoup ma pratique, c'est qu'en écriture, notamment, je fais beaucoup d'écriture libre. Les élèves écrivent toujours sur le sujet de leur choix. Ils sont vraiment libres d'écrire sur ce qu'ils veulent. Donc, pour l'enseignante, à partir de son expérience, la réalité de la classe, elle a trouvé que ça, c'est une pratique inclusive gagnante parce que c'est cette pratique qui motive vraiment les élèves à développer des textes parce que c'est vraiment de leur choix. Une autre pratique en lien avec cette importance de donner le temps aux élèves de s'adapter, ici on parle d'une classe régulière, mais d'une enseignante qui a accueilli un élève qui ne maîtrise pas encore la langue, qui vient d'arriver, qui vit encore cette discontinuité culturelle et peut-être un choc culturel. Donc pour l'enseignante, ce qu'elle a trouvé comme inclusive, c'est elle a donné le temps à l'élève de s'adapter. Elle dit avec mon élève X, c'est l'élève qui vient d'arriver, ce que j'ai essayé de faire premièrement, c'est vraiment d'avoir un contact avec lui, qu'il se sente bien dans sa classe, dans son école, dans son milieu scolaire. Donc au départ, j'ai vraiment essayé de lui parler le plus possible avec l'utilisation de l'iPad parce qu'il ne maîtrise pas encore le français et dans sa langue maternelle pour le faire sentir à l'aise. Donc, c'était ça la priorité de l'enseignante au début. Pour moi, au départ, c'était vraiment qu'il se sente bien dans son milieu. J'ai vraiment mis les apprentissages de côté. Et une fois que j'ai senti qu'il était à l'aise, j'ai commencé à aller vérifier un peu ses capacités scolaires. Donc aussi pour elle, c'est ça ce qui est vraiment inclusif pour cet élève nouvellement arrivé, c'est de développer son sentiment d'appartenance à la classe et par la suite, on commence vraiment à travailler avec lui les compétences disciplinaires. Une autre pratique en lien avec la flexibilité pédagogique, c'est adapter les exigences, nos exigences. Mais adapter les exigences, mais ça ne signifie pas qu'il faut changer nos attentes des élèves, parce que toujours on a les mêmes objectifs, les mêmes compétences. Et s'adapter aux besoins des élèves. Donc ici, je lis en classe d'accueil primaire. Elle nous dit que, par exemple, la même chose, dans la situation d'écriture, les élèves débutants, je leur avais fourni la structure du texte avec des trous. Puis les élèves plus forts, juste des questions pour orienter leur structure. Donc ici, le résultat était le même. Elle avait soutenu les élèves plus faibles, mais en même temps les élèves forts. Et ça, c'est une pratique qu'on peut mettre en place dans tous les contextes, donc pas seulement dans les classes d'accueil. Et comme ça, vraiment, on ne cible pas seulement les élèves euh, faibles, comme elle les a appelés, mais aussi les élèves plus avancés. Un autre exemple de flexibilité pédagogique, c'est le jumelage avec deux élèves. Et pour cet élève nouvellement arrivé dans une classe régulière au primaire, vraiment, le jumelage s'est fait avec des élèves qui ne maîtrisent pas nécessairement la langue d'origine de l'élève, parce qu'elle n'a pas trouvé des élèves dans sa classe qui parlent la même langue, mais elle a choisi des élèves qui étaient souriants, qui allait de l'avant, étant donné que lui était très introverti. Et puis, ce qu'elle fait, l'enseignante, pour favoriser l'inclusion de l'élève, toujours il y a des travaux en équipe. Si vraiment les élèves travaillent en équipe de deux avec cet élève, donc c'est vraiment équipe de trois, ça permet plus à l'élève de se socialiser puis de développer ses compétences, toujours selon l'enseignante.
Une autre pratique en lien avec la flexibilité pédagogique, la dernière pratique en lien avec la flexibilité pédagogique, c'est utiliser les langues connues des élèves. Oui, en classe d'accueil, mais ça se peut aussi en classe ordinaire. Et pour un certain, c'est-à-dire, c'est pas toujours que l'enseignante utilise ça. Donc, elle a écrit comment ça se fait progressivement au début, lors de l'arrivée de l'élève. On utilise parfois les langues connues par l'élève pour faciliter son adaptation, son inclusion. Et avec le temps, on commence vraiment à équilibrer, utiliser plus le français. Mais aussi au début, c'est pour développer ce sentiment d'appartenance, pour que l'élève se sente en sécurité aussi et vraiment à l'aise en classe. Comme deuxième grande catégorie, autre que la flexibilité pédagogique, il y a l'intégration des référents culturels des élèves et de leur famille, bien sûr, en classe, et peu importe le contexte. Et par peu importe le contexte, ici, je veux dire que c'est pas seulement lorsqu'on est dans des milieux très multiethniques qu'on valorise les référents culturels des élèves. C'est même si on est dans des milieux très peu multiethniques, même monoethniques, même je sais qu'on n'a pas maintenant des milieux monoethniques, mais il faut toujours valoriser les référents culturels des élèves parce qu'il faut aller au-delà de la classe et vraiment donc, penser à la société qui est maintenant multiethnique. Et c'était ça vraiment les apports de ces personnes enseignantes. Qu'on pratique dans cette catégorie, on parle de la valorisation des référents culturels des élèves et de leur famille, mais aussi comment favoriser l'engagement parental. Et on va voir qu'est-ce qu'on veut dire par engagement parental, comment contextualiser le savoir enseigné, mais aussi favoriser la continuité entre les différentes cultures. Donc, je vais donner des exemples. Valoriser les référents culturels des élèves dans le sens de proposer des activités dans lesquelles ils et elles peuvent se reconnaître. Donc, c'est vraiment, premièrement, aller au-delà des activités, disons, classiques et traditionnelles, c'est-à-dire des activités folklorisantes, si on va les appeler comme ça. Alors, comme par exemple, avoir des activités qui deviennent une partie intégrante de l'enseignement. Ce sont des activités qui font partie de notre enseignement, qu'on les met en place tout le temps. Donc, c'est pas comme une activité une fois par mois parce qu'on va célébrer une telle fête ou bien il y a une journée interculturelle, on va aller célébrer cette journée. Tout ça, c'est correct, mais c'est pas suffisant comme pratique inclusive. Donc, regardez ici cette enseignante qui enseigne en accueil, mais qui a enseigné aussi au régulier, au secondaire, enseignante en mathématiques. C'est quoi sa pratique inclusive? Comment elle prend en considération les référents culturels de ses élèves? Elle dit que pour enseigner les mathématiques, moi, j'utilise beaucoup l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire. C'est important que l'élève sache d'où ça vient, c'est-à-dire le concept, il vient d'où. Si on va voir l'histoire des mathématiques, d'où ça a commencé. Toute l'humanité à travers l'histoire a participé dans une partie des mathématiques. Ils ont vu, eux, leur origine, leurs ancêtres. Par exemple, je vais dire, les nombres entiers, qui les a inventés? C'est un Indien. Bon, j'avais des Indiens dans le groupe. Ils ont aimé l'histoire. L'algèbre, ce sont des Arabes. Ils ont aimé. On est allé vers l'histoire. En même temps, ils ont vu leur origine. Ils ont compris que toute l'humanité a contribué à cette branche-là. Donc, vraiment, elle explique ce concept. Elle contextualise aussi le savoir ici pour vraiment inclure les élèves et donner cette impression que tout le monde a contribué au développement du savoir. Ça, c'est une pratique qu'elle est toujours, pas seulement une fois par mois, disons, mais ça fait partie de son enseignement tout le temps, soit en accueil, soit en classe ordinaire ou bien régulière. Même chose pour cette enseignante au primaire qui dit qu'elle enseigne la musique, elle, au primaire. Comment elle dialogue beaucoup avec les élèves. Je prends beaucoup la chanson, que ce soit n'importe quelle chanson, pour expliquer le contexte. On a fait une chanson du Congo, il y avait du djembé, donc c'est aussi inclure d'autres instruments que le piano et le chant. Je veux dire, il y a des instruments à percussion, on a fait toujours des chansons en d'autres langues. Et je répète, c'est sa manière d'enseigner. Ça devient une partie intégrante de son enseignement. Ce n'est plus une tâche supplémentaire ou bien un fardeau. C'est comme ça qu'elle enseigne à tous les élèves, peu importe le contexte. Comme deuxième pratique en lien avec
la valorisation des référents culturels, c'est comment on favorise l'engagement parental. Parce que selon les personnes enseignantes et selon plusieurs études aussi, l'engagement parental, c'est pas vraiment la communication unilatérale avec les parents, ou bien c'est comme la classe dojo, ou bien envoyer des courriels, ou bien communiquer par téléphone. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'idée d'impliquer les parents dans la vie scolaire et dans le vécu scolaire, donc de leurs enfants. Par exemple, ici, l'enseignante qui nous parle, qu'elle avait une élève mexicaine, elle sait que sa mère était docteur au Mexique, donc, mais elle ne travaillait pas ici. Donc, quand j'ai abordé le thème de la santé, je l'ai appelée. Je lui ai dit de parler un peu sur l'hygiène. Donc, ça, c'est un exemple vraiment d'engagement parental qui valorise le capital culturel des parents et donc des élèves, et donc favorise leur sentiment d'appartenance à la classe. Juliana aussi au primaire, classe régulière. Elle dit qu'elle faisait toujours des ateliers de cuisine avec les parents, mais depuis la pandémie, donc elle a arrêté de faire ça. Mais elle explique que ça aide beaucoup à ce que les parents viennent à l'école parce que pour elle, l'important, c'est pas seulement les ateliers, mais c'est vraiment de construire ce rapport de pouvoir avec l'école. Donc, déconstruire un petit peu cette hiérarchie aussi avec l'école. Donc, elle veut que les parents viennent à l'école pour qu'ils comprennent mieux la culture scolaire, les codes scolaires. Ça aide les parents, mais ça aide aussi les enfants. Donc, ça peut être vraiment une pratique pour aller chercher plus les parents. Une autre pratique pour valoriser les référents culturels, c'est contextualiser le savoir. C'est-à-dire, c'est respecter le capital culturel des parents, mais aussi situer le savoir qu'on enseigne dans un contexte donné. Ces enseignants, ils veulent dire à leurs élèves que le savoir enseigné, c'est pas seulement un savoir occidental, mais c'est un savoir international et que vous aussi, comme élèves, comme parents, vous avez contribué à l'avancement des connaissances. Par exemple, Romy ici, elle explique que ça fait 20 ans, 22 ans, pardon, qu'elle enseigne, mais c'est toujours, elle fait la même chose. Par exemple, peu importe où elle enseigne, elle souligne toujours le mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Parce qu'en musique, elle enseigne musique, je fais toujours le lien avec la musique populaire qu'on entend. Puis bon, les esclaves noirs, ils chantaient que vraiment leur chant, c'est ce qui est devenu du gospel, qui est devenu du blues, du jazz. Le rock vient de là. Donc, elle revient à l'histoire pour contextualiser ce savoir, valoriser cette histoire et donc peu importe le contexte. Et puis, dans l'entrevue, elle a raconté que l'un des parents lui a dit, mais pourquoi tu fais ça? Même on n'est pas parfois dans des milieux multiethniques, mais pour elle, peu importe le milieu, c'est comme ça qu'on doit vraiment enseigner le savoir dans une perspective inclusive. Et la dernière pratique en lien avec la valorisation des référents culturels, c'est comment favoriser la continuité entre les cultures. Ça, c'est un point super important parce qu'on appelle ça comme une intégrité culturelle. On parle ici du développement des compétences culturelles des élèves. Et par compétences culturelles, c'est valoriser les propres référents culturels de l'élève, mais aussi donner accès à la culture de la société. Donc, il faut que l'élève comprenne les référents culturels de la société d'accueil et en même temps, on doit valoriser ses propres référents culturels. Donc, c'est comme activité, j'appelle ça bidirectionnelle, dans les deux sens pour que l'élève, parce que finalement, l'objectif, c'est que l'élève apprenne à fonctionner, à apprendre la langue et aussi à apprendre les référents culturels de la société d'accueil. Comme par exemple ici, si je fais la biographie, tu vas présenter un personnage québécois, mais tu peux me présenter aussi un personnage de ton choix. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. Et aussi, l'enseignante ici qui nous décrit que tout est connecté ensemble. Leur intégration au Québec, ils arrivent avec un bagage culturel. Donc, il faut quand même reconnaître ce bagage culturel.
mais en même temps, on veut les amener à s'approprier leur nouvelle vie ici. Idéalement, on le fait aussi à travers des activités, des sorties scolaires et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment dans les deux sens. C'est très important d'avoir toujours cette conscience, disons, qu'il faut mettre en place des pratiques vraiment bidirectionnelles, pas dans un seul sens. Une troisième catégorie, la dernière, ressortie des entrevues, c'est comment soutenir nos élèves sur le plan émotionnel et sur le plan affectif. Donc, c'est le soutien émotionnel et affectif. Et il y en a quatre aussi pratiques en lien avec cette catégorie. Ce sont les enseignants qui travaillent beaucoup pour créer chez les élèves un sentiment d'appartenance à la classe. On va voir un exemple par la suite, mais aussi sécuriser les élèves, surtout les élèves nouvellement arrivés, les élèves réfugiés, les élèves qui vivent encore le trauma ou bien le post-trauma. Donc, c'est comment sécuriser ces élèves dans nos classes, comment favoriser leur bien-être et aussi favoriser leur engagement. Mais aussi en classe, comment travailler la collaboration à l'intérieur de notre classe, développer un climat d'entraide, des liens entre les différents disciplines, mais aussi collaboration entre les différents acteurs et actrices, permettre aux élèves d'exprimer leurs émotions. Mais derrière ça, il faut connaître, il faut reconnaître, il faut valoriser aussi les émotions. Et ce qui est très important dans tous les contextes, c'est comment l'importance d'établir une routine en classe. Comme par exemple ici, certaines stratégies mises en place, les enseignants qui parlent beaucoup comment ils et elles modélisent la gestion des émotions en classe, des coins pour vraiment gérer les émotions, comment ils effectuent des mini-enseignements sur le sujet, comment permettre à l'élève, c'est-à-dire de connaître et de reconnaître ses propres émotions, aménager un coin calme dans la classe, par exemple, surtout pour les élèves qui vivent des traumatismes, parce que ça permet aux élèves vraiment de développer ce sentiment d'appartenance, mais ça permet aux autres élèves aussi de mieux comprendre la réalité de leurs collègues. Donc, comment on consacre des périodes au jeu libre afin de créer des liens entre les élèves. Et plusieurs enseignants ont parlé comment ils vont des activités entre classe accueil et classe régulière, comment vraiment, parce que parfois c'est comme un défi pour certains enseignants qui enseignent dans des classes d'accueil, ils se sentent parfois isolés. Donc pour briser cet isolement, ils vont organiser des activités entre l'ensemble des élèves pour mieux développer l'empathie aussi envers les élèves. Donc ici, pour conclure, les différentes pratiques, les différentes catégories, puis les différentes pratiques que j'ai présentées, ce sont des pratiques mises en place dans des classes ici au Québec. Donc, ce sont des pratiques réalistes qu'on peut vraiment mettre en place pour mieux favoriser l'inclusion de nos élèves. Et ce sont surtout des pratiques transférables, donc d'un contexte à l'autre, d'une classe à l'autre, avec quelques petites adaptations dépendamment du contexte. Mais le plus important ici, ce sont des pratiques, je veux dire, qui s'intègrent à l'enseignement, qui font partie maintenant de notre culture d'enseignement, que ce ne sont pas des pratiques supplémentaires, il ne s'agit pas des tâches supplémentaires, il ne s'agit pas d'un fardeau, ce sont des pratiques qui font partie de notre culture scolaire. Et c'est ça vraiment l'inclusion finalement. C'est lorsqu'on a des pratiques qui s'intègrent à notre enseignement, on planifie avec cette idée de favoriser l'inclusion de tous les élèves. Et ce sont des pratiques, selon les enseignants et selon cette présentation, on a pu transformer les défis rencontrés en des opportunités d'apprentissage et en des opportunités d'enseignement. Que oui, malgré qu'il y en a des défis au niveau politique, au niveau institutionnel, au niveau de l'école, parfois il n'y a pas de ressources, mais en même temps, les enseignantes, avec l'expérience, avec les convictions, avec les croyances qu'ils ont, avec ce désir vraiment de soutenir l'ensemble des élèves, ils ont pu mettre en place ces pratiques et avec le temps, je répète, ces pratiques sont devenues des pratiques intégrantes. Il ne s'agit pas des pratiques occasionnelles.
Il ne s'agit pas des pratiques que je vais développer lorsque j'accueille un élève X ou bien un élève Y dans ma classe. Maintenant, déjà dans ma classe, j'ai les ressources, j'ai les méthodes d'enseignement, ma planification, j'ai vraiment toute la collaboration avec les autres pour avoir une classe déjà bien préparée, bien outillée pour accueillir tous les élèves, peu importe leur profil, avec quelques adaptations, parfois dépendamment des élèves et de leurs besoins. Donc, je termine avec ça et je vous remercie. Merci beaucoup de ces exemples concrets qui, j'espère, redonnent un peu de pouvoir en chacun des acteurs des milieux scolaires pour mieux inclure. Je vais arrêter l'enregistrement, puis après, je pourrai répondre. On pourra prendre les mains levées.